Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Imperium Gallicum où nous allons nous demander qu'est-ce qui se serait passé si Constantinople avait résisté face aux Ottomans et si l'Empire romain d'Orient, également appelé l'Empire byzantin même si ce dernier terme est un anachronisme, avait réussi à survivre. Alors nous allons voir si c'est sous une forme réduite ou si l'Empire byzantin aurait pu continuer de s'agrandir. Évidemment, on pourrait très facilement à partir de là on verra ça plus tard dans le scénario. Imaginez un empire byzantin qui colonise l'Amérique, avec évidemment Christophe Colomb qui se met au service de l'empereur de Constantinople. Mais pour commencer, je tiens à faire un petit disclaimer. Le but de cette vidéo n'est pas de faire de la politique, n'est pas de faire l'apologie de la moindre idéologie. Le but de cette vidéo n'est pas non plus de proclamer qu'il s'agit d'une vidéo historique. Évidemment, ce n'est pas une vidéo historique. Nous ne sommes pas là ni pour faire l'histoire, ni pour réécrire l'histoire, ni pour dire que ce monde serait meilleur ou plus souhaitable que le nôtre. Voilà. Donc nous sommes en 1453 et le sultan Mehmed II assiège Constantinople fort de ses grands canons et de son armée infiniment supérieure en nombre face à l'empereur de Byzance de la dynastie paléologue. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, dans notre réalité, il y a eu une trahison, il y a eu une porte qui a été ouverte, car malgré un siège, malgré la prise du contrôle et la fermeture du détroit des Dardanelles que les Ottomans ont par ailleurs contrôlé, et malgré un encerclement de la ville, eh ben, Constantinople a résisté et les Ottomans ont failli lever le siège. Et c'est en réalité une trahison qui a ouvert une porte qui a permis aux Ottomans d'entrer dans la ville. Et malgré d'importants dommages faits au mur de Théodose. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a pas de trahison. Et Constantinople tient face aux Ottomans, malgré la faim, malgré la soif. Il faut quand même rappeler que ce n'était plus que l'ombre d'elle-même, aussi bien l'Empire byzantin qui ne contrôlait qu'une petite partie de son territoire, que en réalité même la ville elle-même qui était complètement dépeuplée avec de nombreux quartiers abandonnés, etc. Même si il y avait officiellement toujours la symbolique de l'Empire romain d'Orient qui en réalité était très grec sur le plan culturel, même beaucoup plus que romain. Donc ici l'empereur arrive à vaillamment à repousser les Ottomans s'ils arrivent à faire des incursions dans la ville. À vrai dire, ces derniers n'arrivent même pas à franchir le troisième mur. Donc Constantinople tient, les renforts byzantins arrivent. Donc les renforts byzantins, ils arrivent à partir des territoires que l'Empire byzantin du coup contrôle encore dans le sud de la Grèce. Il y a également des renforts vénitiens qui viennent renforcer la défense de la ville. Donc à partir de là, l'Empire ottoman est obligé de lever le siège. Et nous allons voir la suite. Alors le sultan Mehmed II se serait probablement fait renverser car il aurait été vu comme faible. En effet, il avait plus ou moins misé des quantités folles d'argent, d'hommes et plus ou moins la légitimité de son règne sur sa capacité à prendre la ville de Constantinople. Alors face à cela, on pourrait facilement imaginer que Constantinople décide petit à petit de refaire ses murs pour qu'ils soient plus adaptés à la guerre moderne avec notamment du coup des canons. Donc on aurait vu les murs de Théodose transformés en des forteresses un petit peu plus type Vauban ou type ce qui a été fait par les hospitaliers à Rhodes. Alors, il faut savoir qu'ici les autres possessions byzantines, c'est-à-dire le Péloponnèse et des îles dans la mer Égée, sont petit à petit vendues et abandonnées. Donc en effet, rien que pour ce siège, en échange de renforts, il faut savoir que l'empereur de l'Empire romain d'Orient avait notamment cédé par exemple une île au royaume d'Aragon, etc. On pourrait imaginer qu'en échange de l'effacement de dettes, les Vénitiens exigent la cession du reste des possessions byzantines. Donc petit à petit, on se retrouve au XVIe siècle avec un empire byzantin encerclé par les Ottomans, mais qui tient bon. Alors pourquoi? Premièrement, parce que il s'était déjà à ce moment-là réconcilié avec la papauté. Donc on pourrait facilement imaginer que toute tentative de par les Ottomans d'insiéger Constantinople aurait donné lieu à une croisade mise en place par le pape, qui aurait, je pense, permis à de nombreux aventuriers en Europe de venir aider face au siège de Constantinople. De plus, la ville aurait été hautement symbolique
Et en plus, en sachant que les Ottomans ont commencé à fermer dans notre réalité les routes commerciales d'Orient vers l'Occident, puisque l'Occident, à cette époque-là, importait de nombreux produits d'Orient, bah, ici, le fait que l'Occident possède toujours cette enclave un petit peu byzantine avec la ville de Constantinople est d'une importance capitale. Donc on aurait vu de nombreux marchands continuer d'utiliser cette ville comme étape, un petit peu dernier rempart face aux Ottomans. Donc ici, comme dans notre réalité, les Ottomans du coup continuent de déferler. Ils vont prendre le Péloponnèse, ils vont continuer d'avancer dans les Balkans. Alors on pourrait imaginer que le sultanat mamelouk survive, mais vu que c'est ce qui s'est passé dans notre réalité, on va imaginer qu'ici ça se passe pareil. Les Ottomans envahissent le sultanat mamelouk et prennent l'Égypte. Ensuite, ils vont prendre le Soudan, l'Afrique du Nord. Ils vont même, on pourrait imaginer, tenter des débarquements à Malte, en Sicile. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que les Byzantins vont pouvoir organiser leur défense en Méditerranée orientale, avec notamment des importantes fortifications vénitiennes, également les chevaliers par exemple hospitaliers, etc., avec des ordres de chevalerie. Ce qu'il faut savoir qu'il y avait également un état croisé au niveau de Corfou, qui était dans notre réalité ennemi de Byzance, puisqu'il avait tenté d'envahir le Péloponnèse. Mais là, dans cette réalité-là, bah, à partir du moment où Byzance a perdu le Péloponnèse, et bah, toutes ces personnes-là sont, on pourrait le dire, alliées. D'autant plus que malgré le fait que l'Empire byzantin est sous-considéré et est vu comme un État fort peu fonctionnel, bon, on pourrait facilement imaginer que malgré tout, il ait une certaine symbolique en termes de prestige, etc. Et que déjà, il puisse négocier des alliances avantageuses du fait de son prestige, parce que pour une grande famille d'Europe noble, bah, ça pourrait être intéressant de rajouter une légitimité byzantine. Il faut quand même rappeler que d'un point de vue purement légal, en 476, et bah, Odoacre va donner le titre impérial de l'empereur de Romain d'Occident à l'empereur de l'Empire romain d'Orient. Et l'Empire romain d'Orient continuait de se considérer après comme l'empereur de tous les Romains. Pendant longtemps, même les Francs, les Visigoths vont battre monnaie à l'effigie de l'empereur de Byzance. Donc ici, c'est un tout petit empire. On pourrait également imaginer que le Sénat de l'Empire byzantin prenne une importance de plus en plus grande du fait de l'influence vénitienne dans la ville, notamment du fait de dettes, qui aurait probablement poussé à des accords avec les grandes familles et ce qui aurait mené du coup à un empereur facilement remplaçable, avec des dynasties qui changent régulièrement et peut-être à terme, on pourrait l'imaginer, un Sénat de l'empereur de l'Empire romain d'Orient qui basiquement contrôle complètement l'empereur. On aurait pu alterner entre des périodes avec un pouvoir impérial fort et des périodes avec un empereur qui est plus comme une figure symbolique et un pouvoir sénatorial fort. Alors à partir de là, quel futur? Alors certes, on pourrait imaginer que l'Empire ottoman réassiège et reprenne la ville. Malgré tout, quand on a vu bah, dans notre réalité, par exemple, ce que les hospitaliers ont réussi à construire en termes de fortification à Rome, on pourrait facilement imaginer que ces fonds là, qui ont été dans notre réalité assignés aux hospitaliers, bah, soient dans cette réalité utilisés pour financer la défense de Constantinople, vue comme hautement symbolique par toute la chrétienté, du coup. Et où est la suite? Et ben après, on pourrait du coup imaginer peut-être une expansion byzantine en Crimée pour tenter de contrecarrer les projets ottomans. Il est très peu probable que les Byzantins, du coup, dans cette réalité-là, reviennent sur leur alliance avec le pape en refaisant un schisme, parce qu'ils avaient trop besoin de l'influence pontificale pour se financer, pour obtenir des croisés, des croisades, etc. On pourrait également imaginer que des pays tels que la Valaquie ou la Hongrie servent un petit peu de contre-pouvoir. Alors même si je pense que, comme dans notre réalité, la Hongrie aurait été divisée entre les Autrichiens et les Ottomans. Donc après cela, les Byzantins seraient probablement alliés aux Autrichiens. On pourrait également imaginer une réconciliation du coup, entre les Byzantins et l'empire de Trésibonde. Donc ce qui aurait pu être intéressant, c'est à un moment donné une réunification entre les deux. À partir de là, le temps passe et on va arriver
aux Lumières. Alors, pour commencer, il faut qu'on parle un petit peu de la découverte de l'Amérique. Alors, je pense que dans cette réalité, elle aurait quand même eu lieu parce que les Ottomans auraient quand même pu couper une grande partie des voies commerciales vers l'Orient, ce qui aurait poussé à la recherche de découverte de nouvelles voies commerciales. Par ailleurs, certes, les savants byzantins ont servi à faire redécouvrir une sorte de savoir romain à l'Occident, mais en réalité, c'était déjà en marche avant la chute de Constantinople. Par ailleurs, du fait de la petitesse de l'Empire byzantin de cette époque, de notre scénario, on pourrait facilement imaginer que tous les traits un petit peu talentueux décident de le quitter, parce que il a besoin de mécènes étant capables de le payer à la hauteur de ses talents. Puis en plus, on voit en Italie qu'il y avait déjà une redécouverte de l'Antiquité gréco-romaine avec la Renaissance. Donc je pense que dans cette réalité, la découverte de l'Amérique aurait été insensée. Ce qui aurait pu par contre être relativement intéressant, c'est potentiellement que l'Empire byzantin aurait pu prendre part à cette découverte de l'Amérique. Alors évidemment, on verrait mal une énorme colonisation byzantine de territoire énorme. Donc on n'aurait probablement pas d'États-Unis byzantins, mais peut-être quelques petites îles. Alors ça pourrait être d'autant plus réaliste qu'il faut rappeler que dans cette réalité-là, la majorité des Grecs étaient contrôlés par l'Empire ottoman, donc ils auraient pu chercher à s'exiler quelque part, et évidemment l'empereur de Byzance aurait été totalement en faveur de cela. Donc on aurait pu imaginer quelque chose comme une partie de Cuba colonisée par l'Empire byzantin, que dans notre scénario, et par exemple New York soit contrôlé par l'Empire byzantin, évidemment relativement autonome, même si on pourrait facilement imaginer qu'il y a un serment de fidélité symbolique à l'empereur de Constantinople qui soit donné. Donc à partir de là, on avance dans le temps et on va arriver aux Lumières. Et ici, les Lumières sont beaucoup plus importantes que dans notre réalité et beaucoup plus romanisées dans leur symbolique. Pourquoi? Et parce que la survie même de l'Empire byzantin en général aurait maintenu une mémoire beaucoup plus vive de l'Empire romain. Et donc, ça aurait probablement mené à du coup une renaissance encore plus forte que dans notre réalité, ce qui aurait mené probablement quelques siècles plus tard à des lumières encore plus fortes que dans notre réalité. Donc ici, on a des lumières qui arrivent, donc Voltaire, etc. Et comme dans notre réalité, on pourrait imaginer par exemple que les Pays-Bas deviennent une république, que l'Angleterre devienne une monarchie constitutionnelle, et que la France, à force de combattre des guerres de coalition, finisse par s'endetter, ce qui amène à des revendications des Lumières, ce qui amène à une révolution, que fort de cette révolution, une république française, mais très fortement inspirée de l'Empire romain, puisqu'ici la mémoire du puissant Empire romain reste beaucoup plus vivace, se crée. Et donc fort de cela, on pourrait arriver à la fin du XVIIIe siècle et imaginer une France très fortement inspirée de Rome. Donc ici, l'héritage de l'Empire romain aurait probablement été divisé en deux, entre l'héritage d'un Empire romain plutôt philosophique, païen, inspiré des Lumières, et de l'autre côté, l'héritage d'un Empire romain plutôt chrétien, de Charlemagne, etc. Donc évidemment, on pourrait imaginer que l'Empire romain d'Orient soit complètement divisé face à cela. En même temps, on pourrait voir ici un empire byzantin complètement intégré à l'Occident sur le plan technologique et de plus en plus sur le plan culturel, alors qu'un empire ottoman, quant à lui, de plus en plus déclinant et un petit peu plus faible que dans notre réalité. Donc très rapidement, on pourrait imaginer une reconquête byzantine. Ici, on pourrait même imaginer que des États comme la Bulgarie ou la Serbie décident de rejoindre l'Empire byzantin plutôt que de devenir indépendant du fait du rayonnement culturel byzantin. Même si on pourrait facilement imaginer qu'il y ait un petit peu une double Byzance qui se mette en place. D'un côté, une Byzance du coup plutôt orientée vers l'Occident qui contrôlerait Constantinople, la Grèce, peut-être une partie de l'Anatolie. Et de l'autre, un ou des États plutôt orthodoxes, du coup anti-catholiques, anti-papistes, soutenus, on pourrait imaginer, par la Russie.
Alors il faut également se dire que cette survie de Constantinople en tant qu'État indépendant aurait permis à la Russie d'être beaucoup plus grande et puissante que dans notre réalité, puisque ici ça lui permet de commercer, de menacer du coup l'Empire ottoman. Et donc on pourrait facilement imaginer une Russie plus forte, même si elle n'aurait pas été aussi développée que le reste de l'Occident, comme dans notre réalité. Donc ça pourrait remettre en question sa capacité à réellement conquérir des terres plus occidentales. Et donc, fort de tout cela, on pourrait imaginer que la République française commence à devenir de plus en plus annexe des territoires de l'Italie, avec en face, du coup, l'Espagne qui se proclame Empire romain d'Occident. Et du coup, tout ça, ça provoque un important conflit en Occident, avec un pouvoir tripartite, quadripartite, entre d'un côté la France, de l'autre l'Espagne, l'Angleterre, enfin la renaissance de l'Empire romain d'Orient avec Constantinople comme capitale, et enfin la Russie. Donc après cela, on pourrait facilement du coup imaginer que également l'Empire romain d'Orient conquiert l'Orient et devienne un important empire commercial. Du coup reconquiert tout ce qui va être l'Égypte, la Perse, même peut-être envahisse la Chine. Donc deviennent le grand ennemi du coup des trois autres grandes puissances qui vont être l'Angleterre, la France et l'Espagne qui vont du coup se diviser le monde. Donc à partir de là, plusieurs scénarios sont envisageables. On pourrait imaginer que le rayonnement symbolique de la chrétienté dans ce scénario-là lui permette de convertir par exemple la Chine ou le Japon, ou on pourrait même imaginer une colonisation du monde par l'Europe. Voilà, j'espère que ce scénario vous a plu, et je vous retrouve pour un nouvel épisode iChronique sur Imperium Gallicum.